Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravi de changer de fonction pour cette matinée en devenant subitement animateur. Bon, je sais qu'il y a Nikos tout à l'heure, donc la concurrence est rude, mais je vais vous montrer que les Nicolas, les Nikos, tout ça, c'est la même chose. J'ai une proposition à faire pour qu'il y ait moins de gens debout, ceux qui reviennent puissent s'asseoir plus facilement. S'il y a pas mal de sièges au milieu, si vous avez la gentillesse, ceux qui sont au bord, de vous rapprocher, de faire la connaissance de gens nouveaux. Je crois que ce serait super sympa pour les gens qui vont revenir et qui pourront éviter de s'asseoir comme tout à l'heure sur les marches. Bon, je fais ça au cas où, à votre bon cœur. Alors, on a plus que 50 minutes parce que la table ronde était bavarde. Bon, au niveau de la parité, je dirais qu'on est un peu moins bon que tout à l'heure. Maintenant, si on cumule les deux tables rondes, on reste dans des normes tout à fait acceptables. Et donc, on va parler d'un sujet qui, évidemment, ne peut que vous passionner, qui est le social. Alors, la question, c'est est-ce qu'on parle de social media? Est-ce qu'on parle de social CRM? Est-ce que le social business existe vraiment? Bon, ça fait partie des questions qu'on va se poser ensemble. Mais au fond, on s'est réunis pour préparer cette intervention. On s'est dit, mais c'est vrai que tout le monde est venu au social pour telle ou telle raison. D'ailleurs, pour chaque entreprise, on reviendra, mais quel était le déclencheur qui vous y a fait venir? Mais on pourrait parler quand même globalement dans les entreprises plutôt de tactique social que de stratégie social. Et ce qui est intéressant parmi l'ensemble des interlocuteurs qui sont présents et qui ont accepté de venir sur cette scène, c'est qu'ils sont dans une logique de stratégie social. Et donc ma première question va être très simple. La stratégie social pour une banque ne peut pas être la même que pour Estée Lauder, ne peut pas être la même que pour Air France et ses 3 millions de followers sur Facebook, ne peut pas être la même que pour des pure players comme Showroom Privé et pour une grande compagnie d'assurance comme Allianz. Donc au fond, c'est quoi votre stratégie social? Et donc je commence par Delphine, qui a rejoint Allianz récemment, mais qui a une grosse culture digitale aussi de BNP Paribas, qui était son ancienne entreprise. Merci Nicolas. Alors comme je vois quelques visages dans la salle que je reconnais, je vais d'abord commencer par vous souhaiter à tous, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, une très très belle année et compte tenu de la thématique de notre keynote, une très belle année sociale. Alors avant de parler de la stratégie sur les réseaux sociaux, chez Allianz France, ça a d'abord été un héritage de la stratégie digitale globale. On a parlé dans la keynote précédente de transformation, de virage. Notre conviction, c'est que le secteur de l'assurance, après la grande distribution, les voyages, la musique ou la banque, va être un des prochains secteurs économiques à être changé en profondeur dans les quelques années à venir. Et donc notre volonté, c'est d'anticiper, de préparer ces changements-là. Et donc pour ça, à la fois de travailler avec nos collaborateurs, on en a pas mal parlé dans la keynote précédente, pour enlever le côté parfois anxiogène que peut avoir le digital quand on n'est pas né dedans, et puis travailler avec nos clients pour moderniser les offres, les services. Donc du coup, la stratégie digitale a alimenté la stratégie réseau social. Et cette stratégie, elle est assez simple. Pour nous, la présence sur les réseaux sociaux est évidente. Donc déjà, le premier mot, c'est présence. Le deuxième, c'est sélection. On ne souhaite pas être présent sur tous les réseaux sociaux. Je pense qu'on n'y est pas parfaitement légitime. Et le troisième mot, c'est adaptation. Au-delà des contraintes techniques de ces réseaux, on n'y trouve pas tout à fait le même type de population. Il n'y a pas les mêmes codes, il n'y a pas les mêmes pratiques. Et donc, du coup, si on décide d'y être présent, c'est en adaptant le discours, la posture, les messages. Il est hors de question de se dire je prépare quelque chose et j'appuie sur un bouton et ça fait post all everywhere en même temps. Donc ça, c'est une stratégie qui est assez simple. On décide d'être présent de manière un petit peu sélective et en adaptant la posture. Derrière, les objectifs sont aussi assez simples. Communiquer. J'ai réadapté le mot de CRM sur le C de communiquer, sur nos offres, nos services, sur les offres d'emploi aussi, sur les actualités, sur le métier d'assureur, puisqu'on a autant d'expertise sur le métier d'assureur des biens et des personnes. Donc on a des experts qu'on fait parler, qu'on fait témoigner pour aider les gens à comprendre et à mieux se préparer contre les incidents de la vie, par exemple. C'est répondre, parce que les gens ne nous ont pas attendus et donc ils parlent déjà de nous sur les réseaux sociaux, donc on décide de répondre ou pas d'ailleurs, on verra parfois. Et puis c'est aussi
communiquer un peu différemment, sur un ton plus décalé, moins institutionnel, et essayer de comprendre ce qu'attendent de nous, de nos clients. Voilà. Bruno, vous êtes le directeur Internet et CRM chez Estée Lauder. Alors, est-ce que la part du social CRM va croissante et qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise mondiale de cosmétiques comme Estée Lauder? Bonjour à tous et à toutes. Le social CRM, donc j'ai l'impression qu'on va directement à la conclusion, puisqu'en fait, qu'est-ce que le social CRM? C'est un petit peu compliqué en toute transparence. Nous, notre approche des réseaux sociaux a été un petit peu comme le décrivait la PDG d'Au Féminin tout à l'heure. On prend toutes les initiatives digitales possibles, on voit ce qui marche et puis on avisera. Et donc, résultat, sur les réseaux sociaux, particulièrement en France, on a foncé assez tôt pour ouvrir des pages Facebook. Et je pense à la page Facebook clinique qu'on a ouverte. Et au bout d'un an, on avait 3000 fans et environ 3 interactions par an. Donc on s'est dit, il faut peut-être avoir une stratégie en fait. Ce serait bien, puisque on était là au bon moment, mais on n'avait pas de stratégie, pas de moyens, pas de logique, ça faisait pas sens. Et donc au bout d'un an, on a fait un petit peu un post-mortem forcé, et à quoi ça sert tout ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, on va vraiment mettre des moyens. Donc on a recruté, on a mis du budget, on a isolé du budget, on a pris du budget du média classique, du CRM classique, on l'a mis sur le pôle social. On a fait des plans à un an, des plans à un an en termes d'objectifs de fans, d'interaction, de création de contenu, et des plans à très court terme de combien de posts par semaine, par marque, etc. C'est quoi quand Estée Lauder poste, ça ressemble à quoi? Quand Smashbox, qui est une marque de Los Angeles, poste, ça ressemble à quoi? Et ça ne ressemble pas à ce que poste Clinique ou Crème de la Mer, qui est à 250 € le pot, etc., etc. Donc voilà, on s'est mis, on a fait d'abord une espèce de push tactique en se disant faut y être, tout le monde y est, faut y aller. On s'est dit ça sert à peu près à rien au bout d'un an. Il faut vraiment y aller avec une vraie stratégie. On l'a mise en place et on est plutôt content de ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on a des niveaux de fans qui sont tout à fait décents. On n'a fait aucune course aux fans. On a des niveaux de fans tout à fait décents par rapport à notre vraie audience de marque dans les pays et des taux d'interaction qui sont excellents par rapport à la concurrence et certains de nos concurrents qui ont foncé dans les courses aux fans qui ont des niveaux d'interaction extrêmement bas. Donc voilà, on s'est dit qu'on a plutôt une bonne approche. Après, qu'est-ce que ça donne tout ça en termes de social CRM ? Très franchement, on évoquera peut-être après des expériences concrètes. On a pas mal d'expériences concrètes. Je vous avoue que pour l'instant, c'est un petit peu une espèce de gros objet qui est sur ma to-do et c'est un petit peu compliqué d'intégrer ça avec le CRM classique qu'on fait depuis 20 ans, qui marche avec un ROI mesurable. Là, on a un petit peu du mal à cerner tout ça encore pour l'instant. Donc on voit cette logique d'expérimentation dont on parlait déjà sur la première table ronde qui vous a aussi guidé. Du côté d'Air France, on est quand même dans l'industrialisation en quelque sorte de la relation. Air France, c'est ce marché du tourisme qui a été parmi les premiers du voyage, les premiers touchés par le digital. Et Air France, c'est 3 millions, je disais tout à l'heure, de fans sur Facebook. Stéphane Normand, vous êtes le responsable vente et promotion digitale d'Air France. C'est quoi votre stratégie CRM, social media stratégie 2014 ? Alors, effectivement, bonjour à tous. Comme vous disiez, la stratégie d'Air France, en gros, sur le sujet des médias sociaux, elle part d'une idée assez naturelle, qui est qu'il faut qu'on soit là où sont nos clients et qu'on soit le plus proche possible de leurs attentes. Et de fait, nos clients aujourd'hui sont, en tout cas pour une bonne partie d'entre eux, sur les médias sociaux. Vous disiez que nous avions 3 millions de fans sur Facebook, on doit avoir à peu près 500 000 followers sur Twitter. Ce ne sont pas des fans qu'on a achetés, donc ce ne sont pas non plus des fans complètement mécaniques, mais c'est révélateur d'un phénomène assez fort. C'est véritablement aujourd'hui un domaine d'intermédiation avec nos clients qui est devenu majeur. Cette communauté, il faut l'animer. On a aujourd'hui 2 grands pans d'activité véritablement industriels. Le premier, c'est la relation client. Ça, c'est quand même le gros du business, c'est-à-dire que on a aujourd'hui sur Facebook ou sur Twitter une activité de service client qui est tout à fait comparable à ceux que vous pouvez avoir au téléphone ou dans une agence. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec nous en termes d'information, de rebooking, d'enregistrement, de règlement de problèmes souvent. Ce sont des personnes dédiées qui s'en occupent. Ce sont des personnes dédiées. Oui. On approche de la 50aine de personnes dédiées sur le sujet qui nous permet aujourd'hui de par une organisation autour du monde de répondre à tout le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans 9 langues.
Donc ça, vous imaginez bien que c'est une véritable mutation de notre interface client. Ça, c'est la première grosse activité médias sociaux. Et la deuxième, évidemment, c'est celle qui est liée à l'animation de la communauté autour de développer l'affinité à la marque, promouvoir nos offres. Donc ça, c'est une activité qui est beaucoup plus volontariste de notre part, qui est allons vers les clients, qui également doit se décliner dans le monde entier, qui fait qu'on teste un certain nombre de choses sur différents médias sociaux. Donc il y a évidemment Facebook, Twitter qui sont les deux grosses zones, mais si vous voulez être présent en Chine sur les médias sociaux, il faut que vous soyez sur Sina Weibo, il faut que vous soyez sur WeChat, et vous ne pouvez pas simplement vous limiter à 2 ou 3 applications sociales. Donc on essaye un certain nombre de choses de ce point de vue-là. Donc ça, c'est la partie animation, qui est également très forte et qui permet finalement de jouer aussi quelque chose de très important, c'est l'effet de viralité des médias sociaux, qui en font aujourd'hui le domaine d'exposition pour nous assez encore largement le moins cher. Voilà, donc il y a ces deux grosses activités qui sont un peu les fondements de notre stratégie médias sociaux. Alors on va aller un cran plus loin, cette fois-ci sur un pure player digital avec showroomprivé.com. Donc Pinky Wang, vous en êtes le directeur général. Alors ça veut dire quoi, une stratégie social media pour un pure player du digital? Bonjour. Je pense que c'est un peu pompeux. En fait, en réalité, nous, on est plutôt jeunes, puisqu'on est né en fin 2006, donc première année d'activité en 2007. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de stratégie encore chez nous, réellement. Comme beaucoup d'e-commerçants, c'est-à-dire lorsqu'on fait du commerce, le social CRM ou le social media est arrivé plutôt sur les litiges. Et ça a remplacé radicalement le premier email que l'on a envoyé à la DGCCRF. Sur un problème de prix, problème de livraison. Souvent, ça a été ça. D'ailleurs, chez Pixmania, lorsque j'y étais, c'était que ça au départ. Et on le voit au niveau de l'organisation, c'est d'ailleurs des personnes que l'on positionne plutôt dans la partie relation client. Donc ça prouve bien que c'est d'abord au début de la gestion de litige. Petit à petit, effectivement, on s'aperçoit que compte tenu de la fidélité de nos membres, et puisque c'est 75% de nos chiffres, de notre chiffre d'affaires est réalisé par des membres qui ont déjà consommé chez nous. Donc on a beaucoup de repeat buying. Et donc là, on se dit, oui, il faut commencer à faire quelque chose. Et on est en train de se dire, oui, il faut l'animer, mais pas n'importe comment, puisque tout le monde a fait exactement la même chose en pensant qu'on pouvait faire de l'e-commerce ou faire du commerce au travers des médias sociaux. C'est un peu comme penser que l'on peut faire beaucoup de commerce sur des grands portails en faisant beaucoup de marketplace, etc., etc. Donc je pense que le membre n'est pas dupe et donc il ne s'attend pas à retrouver ça. Donc qu'est-ce que l'on fait en tant qu'e-commerçant? Évidemment, on essaie de parler d'autre chose pour augmenter le niveau d'engagement et leur dire autre chose, parler un peu de mode, etc. etc. D'ailleurs, comme peut faire un Asos qui le fait plutôt très très bien. Et on est en train de se dire, qu'est-ce que l'on peut faire de mieux pour fidéliser davantage, pour leur donner une raison supplémentaire de parler de nous. Alors pour le moment, on est au balbutiement, puisque tout le monde fait du « OK, aujourd'hui, c'est le grand show, vous allez bénéficier de tant de pourcentage de remise ou des jeux concours », et on voit que ça marche. En réalité, le membre est plutôt très engagé, il y revient, mais on sent la limite et on sent surtout qu'il ne faut pas aller trop loin. Donc aujourd'hui, notre stratégie, probablement à terme, ça va être plutôt au niveau de l'organisation. Donc les community managers vont vraiment probablement rejoindre plutôt la partie marketing et on va dire que les litiges resteront comme toute gestion de litige. On s'aperçoit que le membre en fait, a pris une mauvaise habitude qui était de se plaindre d'abord sur les réseaux sociaux. Et pour une simple et bonne raison, c'est au niveau de l'organisation, c'est parce qu'on répond beaucoup plus vite, parce que ça énerve. Donc on se dit, donc ça a fonctionné comme ça. Donc aujourd'hui, on est en train de se dire, OK, on va obliger nos équipes, soit offshore, soit en interne, de répondre aussi vite au niveau des emails, au niveau du chat, qu'au niveau des réseaux sociaux. Parce qu'on avait une contrainte, on disait, réseaux sociaux, vous devez répondre dans moins de 4 heures. Et dans les emails, ils avaient des QoS de, vous devez répondre en moins de 24 heures. Donc il y a un décalage certain. Donc la stratégie, ça va être de se dire, oui, on va transformer tout ça. D'ailleurs, la directrice de relations clients, probablement à terme, c'est un peu comme aux États-Unis, n'existera plus. Donc on sera vraiment dans l'expérience client et le social CRM intégrera tout ça.
Donc on pourra reparler On va évidemment en de parler chiffres avec derrière. des exemples très concrets au prochain tour. Je salue l'arrivée de Nicolas Le Hérissier qui livrait une commande Oura dans Paris avec quelques difficultés, semble-t-il, mais qui nous a rejoint et qui est le directeur marketing et communication donc de Oura.fr, qui est un pure player et qui lui a une stratégie social media qui veut décrire avec une particularité, c'est que j'ai cherché sur Facebook et contrairement à tous les autres, je ne vous ai pas trouvé. C'est normal. C'est normal. Il y a eu récemment une page de fans, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui avait créé une page Facebook parce qu'il nous adorait. D'ailleurs, j'ai mis un petit moment à l'identifier, mais en fait, on a décidé de ne jamais publier notre page Facebook. Donc on voit des stratégies social media qui peuvent être différentes selon les natures de métier, bien évidemment, selon la nature du public, le fait que le public est très présent et a des raisons d'être touché par les réseaux sociaux, nature d'un public plus corporate, les journalistes. Et je ne peux que souscrire parmi les raisons d'être présent pour des entreprises et des patrons d'entreprise. Il y a cette connexion directe possible aux journalistes. Mais souvent dans ces colloques, dans ces débats, on reste, j'allais dire, un peu au niveau des généralités. Et là, je vais vous forcer un court instant à rentrer dans quelque chose de vraiment très concret. Et donc, je vais vous demander à chacun, profiter de votre expérience, quelle opération concrète avez-vous mené au cours des 12 derniers mois et qu'en avez-vous tiré, utilisant le social media évidemment, qu'en avez-vous tiré soit de positif, soit de négatif, en étant le moins abstrait possible et le moins flou possible. C'est possible. Je commence dans le même ordre. Alors, il faut rendre un micro, parce que moi, le mien, je ne dois pas le lâcher, m'attendit. Alors, expérience concrète sur les 12 derniers mois, il y en a beaucoup, parce que ce qui est assez fou quand on commence à écouter et donc à exister sur les réseaux sociaux, c'est qu'il ne se passe pas une seule journée sans qu'on n'ait pas une anecdote. Alors, anecdote qui fait plaisir, parce que là, ça retourne un petit peu de bonheur, un peu d'amour. Anecdote qui fait un peu mal, quand effectivement les gens mettent le doigt sur une dysfonction. Ou anecdote, il ne faut pas aussi se voiler la face. Des fois, véritablement un tout petit peu challenging, parfois offensante. Donc là, il y a la question de je réponds pas. Moi, si je devais prendre un exemple concret qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est que en fait, quand on communique sur ces offres, finalement, on s'adapte aux médias, mais on ne change pas fondamentalement l'organisation de l'entreprise. En revanche, quand on commence à faire de la relation client, là, c'est là où on se rend compte soi-même de ce que vivent nos clients. Quand vous avez quelqu'un qui dit « mais je ne sais pas qui contacter, sur quoi », et que vous commencez à regarder, et que vous vous dites « mais il y a 15 numéros de téléphone sur le site internet, je ne m'en étais pas rendu compte », et bien du coup, ça vous oblige, ça vous questionne sur les process. Il y a quelques mois, enfin même moins d'un mois d'ailleurs, du reste, un client comme ça qui nous interpelle sur Twitter et qui veut souscrire une assurance habitation, mais qui ne savait pas quelle était l'agence la plus proche pour le faire. Donc en plus, il voulait le faire sur un point de vente physique. Et là, vous allez me dire, mais il va sur Internet, il cherche la marque et puis il va le trouver. Mais il ne le fait pas. Alors je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas, mais je n'allais pas lui dire, mais tu es gentil, tu vas regarder sur les pages jaunes ou sur le site Internet où il y a un store locator. Mais du coup, je vais répondre. Donc je réponds. Du coup, je lui dis, mais quelles sont vos coordonnées en message privé, quelles sont vos coordonnées, où vous êtes. Donc j'ai l'adresse, et là, la question, moi-même j'étais en séminaire, c'est de me dire, mais où je trouve l'intervenant, enfin le bon correspondant. Et du coup, forcément, on interroge le patron de la distribution, qu'est-ce que tu me recommandes, etc., parce qu'on ne vend pas toujours tous les mêmes produits partout. Et comme ça, en tirant la ficelle, j'arrive à avoir la bonne personne, et la bonne personne, je lui dis, écoute, appelle cette personne-là, et elle a appelé cette personne-là, et puis la personne s'est rendue dans l'agence. Et parce que l'histoire est belle, mais elles ne sont pas toujours belles, la personne a souscrit son assurance habitation sur le point de vente physique. Et l'expérience de ça, c'était de se dire, finalement, ça s'est fait en quelques minutes, là où peut-être traditionnellement, il y aurait eu des envois de papier, des coups de téléphone, etc. Ça aurait pu prendre quelques heures. C'est que ça veut dire que quand ça arrive, il faut être prêt. Et donc, il faut avoir les leviers dans l'entreprise, et il faut désigner les personnes qui vont être vos points de contact. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, sur un principe qu'il faut avoir une présence sur les réseaux sociaux, ça nous amène sur la relation client, qui est vraiment là où c'est le plus pertinent, là où c'est le plus direct, et là où finalement ça a le plus de sens, et que ça amène à questionner sur l'organisation de l'entreprise. Voilà, un exemple effectivement très clair. L'entreprise doit se préparer
à cette connexion à tout moment et à tous les types de questions d'ailleurs qui peuvent être posées, parce que parfois c'est des questions produits, des questions très concrètes, l'adresse de mon agent général, ou ça peut être des questions beaucoup plus corporate sur la responsabilité de l'entreprise et ses actions. Pour Estée Lauder, quelle est l'initiative la plus marquante et sur laquelle vous avez des enseignements que nous pourrions partager? La plus marquante, en tout cas la plus récente, nous on a un gros objectif, c'est en tout cas en interne, c'est justifier nos investissements, comme tout le monde. Et donc on essaie de faire un maximum de Drive to Store à partir des réseaux sociaux, Drive to Store online ou offline. On a testé, comme tout le monde, pendant 2 ans, du Drive to Store online, Drive to e-commerce, avec des offres spécifiques pour les fans de la page X. Des ventes flash, etc., etc. Ça marchouille, c'est sympathique, on fait un petit peu d'argent, mais ça ne paie aucun salaire en interne. Donc on continue, on essaie d'optimiser, on en fait plutôt le matin, plutôt le mercredi après-midi, etc. Enfin, bon, bref. Mais on s'est dit, on va passer la vitesse supérieure, on va faire du drive to store offline. Donc on a eu des très beaux succès et de retentissants échecs. Très rapidement, un beau succès, on a lancé une marque 100% digitale, donc c'est la marque Smashbox Cosmetics. Et il y avait une tournée de make-up artistes. Enfin, quand je dis lancement digital, 100% digital, c'est tout le budget, 100% du budget, above et below the line, était en digital. Et on a utilisé Facebook et les possibilités de Facebook de targeting géographique pour pousser, pour que les gens, là, une cible très précise, très jeune, sachent et aillent et soient incentivés à aller à des podiums à Montpellier de vendredi à samedi au Sephora de je ne sais pas où et demain c'est à Lille, etc. Donc ça a très bien marché, on a amené pas mal de trafic et ça nous a permis de recruter à la marque en utilisant les réseaux sociaux de cette façon-là. Donc c'était très intéressant. Échec retentissant, on s'est dit on va faire la même chose sur une marque beaucoup plus établie comme Estée Lauder. Et là, comme tout le monde en ce moment, je vois, tiens mon nom, je suis attendu ou pas? Non, ça va. Bon, je vais rester un petit peu à l'heure. On essaie de faire la même chose sur Estée Lauder, marque beaucoup plus établie. Des problèmes de trafic en novembre, si vous êtes dans le retail, on s'est tous fait un peu peur en novembre, période pré-Noël, il n'y avait pas grand monde en magasin. Et donc on s'est dit on va mettre une application de prise de rendez-vous. Donc sur la page Facebook Estée Lauder, vous pouviez prendre rendez-vous sur le stand Maine Montparnasse, sur le stand Galerie Lafayette Haussmann, sur le stand de Lyon, etc., de 9 à 10 avec madame, je sais pas quoi, la conseillère de beauté du stand. Et c'était un carton, on a rempli tous les slots de rendez-vous, on faisait 10 rendez-vous par jour, là où d'habitude on en fait 2-3 au téléphone, en envoyant des mailers, etc. Énorme succès. Et puis le acid test de la réalité, c'est-à-dire que la prospecte Facebook arrive, elle a 26 ans, elle est super jeune et dynamique, elle a un compte Twitter, et puis la conseillère de beauté a 55 ans, et s'attend à voir Madame Michu qui a 55 ans, et qui dépense 450 € en crème de beauté, et en face, il y a quelqu'un qui vient de fêter son premier salaire, et donc qui est prêt à se payer un petit mascara à 29 €. Donc on a eu pas mal de hiatus et une espèce une évidence a posteriori qui est que, mais oui, bien sûr, Facebook c'est quand même très jeune, même si on a tout fait en termes de targeting, mais on était quand même tombé dans cette espèce de caricature générationnelle où les stands au début étaient contents, c'est super, on n'a jamais eu autant de rendez-vous de notre vie, c'est génial, merci à vous, vous allez sauver notre saison. Et puis les retours, c'est ouais, enfin bon, les jeunes, merci, mais c'est sympa. Donc voilà, donc on est en train d'affiner là-dessus. Donc ça marche des fois pour Smashbox, marque jeune, cool, qui vient de LA. Et marque Estée Lauder qui est un peu plus établie, un peu plus aspirationnelle, luxe, etc. Ça peut, on est encore dans le fine tuning. Donc ça prouve une fois de plus que l'entreprise a besoin de se préparer et donc a besoin de trouver les moyens de se mettre en phase finalement avec ces consommateurs digitalisés. En ce qui concerne Air France, qu'est-ce qui a eu de plus marquant ou quels enseignements avez-vous tiré des initiatives prises en 2013 ? Alors déjà, juste une remarque sur la moyenne d'âge des utilisateurs des médias sociaux. Pour nous, 60% de nos fans ont quand même plus de 35 ans. Donc on n'est pas sur une frange caricaturale de post-ado, quoi. Alors oui, sur des choses un peu concrètes, déjà, je pense que un des mécanismes qui est vraiment frappant, je pense, dans l'activité, sur cette activité-là, c'est que il faut vraiment qu'on communique et qu'on s'adresse aux gens de façon différente de ce qu'on avait l'habitude de faire. Clairement, c'est une obligation. C'est-à-dire que si on veut avoir de l'écho, si on veut toucher véritablement
ces personnes-là en situation sur les médias sociaux, il faut qu'on ait un discours très décalé par rapport au discours corporate habituel. Et donc les cas un peu concrets que j'ai en tête qui soutiennent ça, c'est typiquement au début de l'année, on a fait un film d'un flash mob à l'aéroport à Roissy où les agents d'escale se sont mis soudainement à danser. Bon, ben, un truc comme ça, c'est pas du tout quelque chose qui colle aux guidelines de la com corporate classique, même de notre positionnement. Mais sauf que voilà, il y a eu 500 000 vues sur YouTube et que voilà, ça fait vraiment de l'écho et on parle de nous. Plus récemment, vous vous souvenez sûrement de cette histoire de lama qui a été dérobé dans un cirque à Bordeaux là, il y a quelques semaines. Ben, notre community manager s'est emparé du truc immédiatement et a posté de la promo sur le Pérou pour aller donc voir les lamas en vrai là où ils habitent, quoi. Et ben pareil, là aussi une viralité immédiate qui était tout à fait inattendue, en tout cas en termes de volume, par rapport à des choses beaucoup plus traditionnelles et anticipées. Donc vraiment tout ce qui concerne le ton et la réactivité, c'est le bouleversement total chez nous. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que c'est accepté et qu'on est supporté dans ce sens-là. Alors là, on est sur le social media. Garde le micro un instant, j'ai une autre question pour toi. On est sur social media en tant qu'élément de communication, en tant que média. Mais dans le groupe qui s'appelle Air France KLM, il y a des initiatives en particulier chez KLM où on intègre encore plus le social media. Et donc ma question est pourquoi est-ce que chez KLM, à la bande KLM, on me propose de choisir mon voisin et ma voisine, alors que sur Air France, on ne me le propose pas par Facebook Connect? Écoute, alors si tu veux vraiment rentrer là-dedans, la vérité, je voyage beaucoup. Cette idée-là, qui consiste donc à dire, voilà, il y a une espèce de réseau social au niveau d'un avion ou à l'aéroport. On l'a eu il y a déjà longtemps, en 2005 ou 2006, je pense. Ça s'appelait Blue Nity. C'était une communauté tout à fait particulière qui justement proposait ça. On n'a pas mis les moyens qu'il fallait, c'était trop tôt, et le truc est mort-né. Enfin, ou mort-né, disons qu'il a vivoté pendant quelques mois. KLM, ils sont revenus avec cette idée il y a 1 an et demi ou 2, et le truc est tombe à meilleur escient. Enfin, c'est plus le moment, c'est mieux communiqué. Il y avait de la pub aux États-Unis, dans quelques grands pays assez mûrs sur le web, et le truc a décollé comme ça. Bon, ça reste quand même, on est loin du cœur de notre offre. Ça reste de l'animation, ça reste un angle de com, une aspérité qui est intéressante à faire mousser. Il faut essayer des trucs comme ça. Ça, on le fera probablement pas côté Air France, mais on fera d'autres choses, et c'est typiquement le genre de choses qu'il faut faire quand même pour raisonner dans ce domaine-là. Donc on retient cette idée d'être en phase en fait. Être en phase, c'est aussi être en phase avec l'état d'esprit, en empathie, à être au bon moment, oui, avec la bonne proposition. Alors Pinky Wang sur showroomprivé.com, est-ce qu'il y a des choses, des secrets que vous allez nous révéler sur ce que vous avez appris l'an dernier de manière concrète dans l'usage des social media? Secret, je n'en suis pas sûr, parce qu'en fait, ça reste très pragmatique. Bon, le premier point très positif, c'est que l'ensemble des litiges ont été résolus et les plaignants ont toujours recommandé derrière. Donc ça, c'est déjà un vrai succès. Alors probablement, ça sous-entend qu'on a vraiment la crainte que ça se disperse beaucoup plus. Donc ça veut dire qu'on fait de l'incentive avec des bons d'achat, et donc ceux-là, on les suit de très près. Et on a la chance aussi dans notre business que chaque membre est logué, donc pour pouvoir accéder aux ventes et commander, donc on les suit vraiment à la trace. Donc ça, c'est le point très positif. Et moi, je rejoins un peu plus Nicolas dans les expériences très réussies. On l'utilise beaucoup plus en source d'information et en mine d'information. Le premier point, on n'avait pas la dernière campagne télé que nous avons faite en France, mais l'avant-dernière. On s'était un peu perdu. On s'est dit, on va trouver nos nouvelles valeurs de marque. On voulait se démarquer, etc., par rapport à un leader. Et on a fait une pub et on a mis, qui était très sympa au demeurant, et avec une musique de Sirtaki. Et les membres ont tout de suite réagi. Ils ont crié au scandale en disant mais c'est honteux d'utiliser la musique du Sirtaki alors que la Grèce est en pleine crise. Bon, ça c'était le premier truc. On s'est dit putain, on n'y avait pas du tout pensé. C'est incroyable quand même. Et finalement quand même, on s'est dit bon, on s'est peut-être un peu planté, quoi. Donc ça c'est le premier point. Donc c'est vraiment une vraie source d'information. On a aussi beaucoup de membres qui nous disent réellement les marques qu'ils souhaitent voir apparaître. On fait une vente au PI, ils nous disent on veut du Estée Lauder, on veut, voilà, ce qu'on n'a pas, hein, parce que on y travaille. Et donc en fait ça nous sert beaucoup. Pas encore, c'est cela. Enfin, ce sera non, notre mais débat. non, je pense que ça va être dur. Et surtout,
ça nous apprend aussi à être un peu plus ouvert sur les pays, hein, puisqu'on est présent dans 8 pays maintenant en Europe. Et on voit le décalage et ça nous permet de garder vraiment le lien. Parce que le membre en Espagne n'est évidemment pas le même membre qu'en France, etc., etc. Et donc, on a des marques qui réagissent différemment aux médias sociaux. En Espagne et en Italie, ils parlent beaucoup. C'est-à-dire sur un rien, hein. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui n'ont vraiment rien à faire, enfin je plaisante, mais qui nous parlent de tout et de rien, et c'est très sympa. C'est-à-dire qu'on a des relations qui sont vraiment différentes, qui nous parlent des couleurs, qu'ils souhaiteraient voir plus sur le site, etc., etc. Donc ça, je trouve que ça fait partie d'une vraie mine d'or qu'on n'utilise pas encore suffisamment, et ça nous amènera probablement à faire des focus group, en réalité, avec quelques membres en particulier. Je reviendrai juste après sur les différences culturelles par pays, préparez-vous à la question. Mais dans la démarche spécifique qui est celle d'Oura, si le micro peut revenir en même temps, est-ce qu'il y a une initiative majeure de 2013 qui aurait donné des résultats incroyablement positifs ou épouvantablement négatifs? Je vais essayer de rester sur du positif. Là, on va fêter dans quelques jours le lancement de l'appli Full iPad. Donc, du coup, il y a un échange qui s'est mis en place avec nos clients qui réclamaient une application Full iPad, qui en parlaient entre eux. C'est-à-dire que nous, de temps en temps, on intervenait, mais on était là un peu comme modérateur. Mais surtout, il y avait un vrai échange. Ça doit être comme ci, ça doit être comme ça doit reprendre ça doit surtout pas oublier ses références. Ça doit être, je dirais, multi-ergonomie. C'est-à-dire que chaque page doit offrir différents types de navigation. Et ça a été un outil décisionnel génial. C'est-à-dire que le COMEX où je suis arrivé, alors le jeudi c'est COMEX, hein, cet après-midi ça repart, où je suis arrivé avec tous ces extraits, avec tous ces comptages d'intervention client. Là c'est fini, on ne pouvait plus se la raconter, on ne pouvait pas se dire qu'on voulait une application Android. Il y avait une aspiration massive et réelle pour nos clients de créer cette appli. Et donc on a lancé donc, elle s'est créée en moins de 6 mois. Et en moins de 6 mois, elle s'est co-créée, puisque les dialogues qu'il y a eu avec les clients permet pendant la création de l'appli, justement, de la faire vivre, parce qu'il y avait différentes décisions à prendre. Et ça a eu des résultats assez incroyables, parce que justement, à certains moments, il y avait toujours quelques petits automatismes, des gens qui travaillent avec nous, de dire « Ouais, moi je vois que c'est comme ça, c'est comme ça ». C'est pas ce que demandent nos clients. Et du coup, quand on l'a lancé, cette appli, maintenant, on va fêter l'anniversaire dans quelques jours. Elle a eu un succès absolument incroyable, c'est-à-dire que ça a été autant l'appli iPhone est un outil complémentaire du site web classique, autant là c'est un véritable transfert de population. Alors nous notre objectif c'est pas de faire du mobile pour faire du mobile, hein. C'est de gagner de l'argent, hein. On est des vilains commerçants. Et le résultat est là puisqu'en moins d'un an, plus de 15% de notre chiffre d'affaires est réalisé sur cette appli iPad, et que surtout, les gens qui commandent par iPad dépensent plus de 10% en panier moyen. Donc le succès de cette appli iPad, c'est le succès de nos clients. Et s'il n'y avait pas eu nos clients, s'il n'y avait pas eu justement ce média social interne, on ne serait jamais arrivé là, on n'aurait pas lancé ça, et même si on l'avait lancé, ce n'est pas du tout ce qu'on aurait donné. Donc merci à nos clients. Donc ça ouvre un sujet sur la mesure des résultats sur lequel on viendra également dans quelques instants. Mais je voudrais rebondir sur être à l'écoute du client, voire aller jusqu'à co-créer avec ses clients. C'est préparer l'entreprise à intervenir de manière beaucoup plus rapide. C'est avoir cette empathie qui permet de répondre aux problèmes, mais au-delà de ça, de proposer des solutions avec les clients, leur parler intelligemment au bon moment. Donc on voit toutes les raisons, au fond, d'avoir une stratégie social media au sein de sa stratégie digitale, au sein de sa stratégie générale. Mais au fond, pourtant, il y a plein d'entreprises qui n'y croient qu'à moitié. Enfin, ceux qui sont dans la salle, je pense, y croient tous. Mais la question, c'est comment, en fait, on fait bouger l'entreprise. Quel est le déclic? Comment est-ce qu'on convainc le décisionnaire, s'il a besoin d'être convaincu, s'il lui-même n'est pas digital native et ou fan tardif des nouvelles technologies? Donc, dans chacune de vos entreprises, quel a été au fond le moteur de la prise de conscience? Est-ce que ça a été la pression exercée par les clients, donc il y avait besoin d'y être parce qu'ils nous appelaient, ils voulaient qu'on soit là, ou est-ce que c'est le charisme incroyable d'un patron qui a compris plus vite que les autres? Quel a été le déclencheur dans chacune de vos entreprises de la mise en place de stratégie social media? Réponse rapide, parce que j'ai plein d'autres questions après. Alors, réponse rapide, ça a d'abord été souvent des initiatives personnelles.
Donc souvent, des personnes qui faisaient partie des directions digitales, Internet ou mobiles, qui étaient eux-mêmes très présents sur les réseaux sociaux, pour eux, pour leur usage personnel, et qui sont mis à regarder ce qui se passait pour leur marque, pour leur société, et qui ont commencé à alerter, à montrer du doigt, à montrer des exemples, qui ont proposé d'intervenir, et qui petit à petit, au rythme de ces exemples souvent réussis, ont montré que c'était un vrai métier, que ça ne s'improvisait pas, et qu'il fallait surtout capitaliser sur des gens en interne. Alors ça, c'était une vraie conviction, que ce soit sur la banque ou sur l'assurance, c'est que c'est d'abord des gens qui connaissent leur métier, qui ont une appétence particulière sur les réseaux sociaux, mais appétence personnelle qu'il a fallu quand même transformer. Vous ne pouvez pas complètement avoir le même comportement que vous avez personnellement que lorsque vous défendez votre société. Mais en tout cas, c'est d'abord des gens qui connaissaient très très bien leur métier. Donc des gens en interne, conformes, où on demande d'adapter ce fameux ton, on parlait du ton un peu décalé, à qui on laisse quand même énormément d'autonomie. On n'écrit rien à l'avance, on laisse. Alors après, il y a des circuits de décision quand il y a quelque chose qu'on ne sent pas, parce que c'est important d'avoir cette escalade assez rapide. Mais ça a d'abord été, c'est plutôt venu de ces équipes-là. Et après, il y a eu énormément d'efforts et de pédagogie pour expliquer aux décideurs et aux collaborateurs. Donc il y a beaucoup eu de guides, de sessions de formation, encore une fois pour démystifier. Et puis sur les décideurs, d'aller les voir, de leur montrer avec un iPad, souvent, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se dit. Et ce que vous avez réalisé, de prendre parfois, souvent, d'autres exemples que le propre secteur banque-assurance, et donc de faire énormément de pédagogie, de prendre son temps, d'y aller petit à petit, et de dire on est là s'il faut pour expliquer et décrypter. Donc on voit le rôle du pionnier évangélisateur dans les entreprises. Du côté des stakeholders, c'est venu du siège américain ou c'est venu de la base locale ? C'est venu de l'argent, tout simplement. C'est-à-dire que nous sommes une société américaine cotée à Wall Street, donc donc l'argent parle d'abord. Les résultats du e-commerce étaient très très forts, très beau PNL, très belle profitabilité. Et du coup, quand on est venu je ne sais plus quand, 2000 et quelques, quémander un petit peu d'argent pour tester les réseaux sociaux, le dialogue était beaucoup plus facile puisqu'on était capable déjà par ailleurs de démontrer que le digital marchait en général. Voilà, donc ce qui sous-entend qu'il ne faisait pas forcément trop la différence, et je n'ai pas été forcément très très clair à bon escient de faire la différence entre l'e-commerce, le social, tout ça, mais voilà, pour eux c'est la même enveloppe, et tant que ça marche quelque part, pourquoi pas continuons. Ça c'est ma méthode interne. La méthode externe, c'était que tout simplement, si on n'ouvrait pas des pages fans, les fans les créaient elles-mêmes, et là c'était un joyeux foutoir. Mac Cosmetics France, j'adore. Il y en avait 153 environ quand je suis arrivé. Et il a fallu nettoyer. Et si on n'a pas une belle page fan qui produit du contenu pertinent et qui est à l'écoute des fans, ils le font eux-mêmes. On est dans un univers extrêmement aspirationnel, avec des égéries, avec des rumeurs de qui est la prochaine égérie pour la prochaine campagne Bobby Brown, etc. Si on n'est pas là, les fans le feront à notre place et c'est le joyeux bazar. Donc voilà, il y avait aussi une notion de, à la fois, le digital marchait déjà en web 1.0, e-commerce, etc. Et puis, fallait y être parce que sinon, le boulot serait fait par nos fans qu'on adore, mais qui des fois sont... Donc ça, c'est la magie des love marks, hein, c'est que les fans prennent le pouvoir encore plus facilement. Ils ne le lâchent pas. Ils le lâchent pas. Et en ce qui concerne Air France, c'est la pression concurrentielle, c'est le fait qu'ils étaient déjà tous là à se plaindre et qu'il fallait leur répondre. Oui, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'une compagnie aérienne, c'est très 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 exposé en fait à des problématiques de servicing à chaud. Il n'y a pas un moment sur notre réseau, il n'y a pas un cyclone, une tempête de neige, un retournement politique, bon bref. Donc il y a des perturbations d'exploitation permanentes. Et il se trouve qu'en 2010-2011, on a pris coup sur coup de catastrophes d'exploitation, qui étaient d'abord le volcan islandais, plus un avion en Europe, et puis juste après le Japon. Et donc voilà, Fukushima, qui a été quand même très très lourd de conséquences sur l'exploitation vers l'Asie. Donc deux grosses catastrophes comme ça, c'est plus moyen d'avoir quelqu'un au téléphone ou dans une agence de disponible ou même à l'aéroport. Donc à ce moment-là, il se trouve que les médias sociaux commençaient à être quand même assez significatifs en termes d'impact d'usage.
Et on s'est rendu compte que c'était la soupape que beaucoup de nos clients voulaient utiliser pour nous parler. Et donc c'est à ce moment-là, vraiment, de façon très très bien identifiée, qu'on est passé du bricolage à un truc organisé et industriel. Oui, c'est vrai. Un déclic qu'on observe souvent, c'est à l'occasion d'un problème, on l'a vu aussi chez Nestlé par exemple, que subitement l'entreprise prend conscience et s'organise en conséquence de manière beaucoup plus proactive. Pour les pure players, là, ma question va être forcément un peu différente. Et elle va être sur la question en fait de le social business. Ça existe, ça va exister, ou alors c'est juste un mot pour amuser les médias? Ouais, Est-ce qu'on fait vraiment du business avec le social, ou est-ce que le business vient d'ailleurs, le social n'étant qu'un amplificateur de la relation? Je crois que c'est fait pour les agences, ça. Je crois que c'est... Ouais, ouais. Mais je suis pas loin d'être d'accord. Donc ça, non, il y a on va dire d'accord. qu'il y a agence et agence. Non, je suis d'accord. Non, mais Apple l'a bien compris, c'est pour ça. Bien conseillé. Non, il n'y a pas vraiment de... Non, ce qu'on regarde, nous, c'est assez simple parce que c'est assez mécanique. On regarde évidemment le retour sur investissement. Et on a une partie qui se situe, qui se loge dans la communication, donc frais de communication, puisqu'on va regarder l'acquisition possible au travers de ces médias. Et de l'autre côté, la perte potentielle que l'on peut avoir à ne pas gérer les réseaux sociaux. Et comme on connaît la lifetime value et combien nous rapporte un client, on a en face la masse salariale et tous les engagements que l'on peut faire. Donc c'est plutôt très mécanique. Aujourd'hui, on est plutôt en train de se dire, est-ce qu'on n'accélère pas davantage? Est-ce qu'on ne répond pas encore plus vite? Est-ce que les mauvaises notes ou les NPS en dessous d'un certain niveau, on ne prend pas encore plus d'engagement? Et est-ce qu'on n'accélère pas? Donc c'est une règle de 3 qu'on est en train de faire. Donc c'est pas vraiment pour le business, puisque aujourd'hui le business, très franchement, ça ne rapporte pas grand-chose. On a plus vite fait d'investir nous dans la télé ou dans la radio. C'est beaucoup plus massif, en tout cas par rapport à notre modèle économique. Très clair. Oura, j'imagine que la réponse est relativement proche. Vos métiers ne sont pas si lointains. Elles viennent chez nous avant tout pour qu'on les serve très très bien. Elles viennent chez nous parce qu'on a un super service, une super offre. Et après, qu'on leur parle par Facebook, on essaie de leur vendre quelque chose par Facebook ou ailleurs, elles n'en ont rien à faire. Donc, c'est encore une fois, c'est elles qui ont décidé, mais on avait déjà une idée assez claire du sujet. Alors, il nous reste 5 minutes, mais je vais quand même continuer sur cette question de la mesure de l'efficacité. Donc on le voit bien en fonction de la nature des métiers, en fonction de la nature de l'audience, les stratégies digitales en général et social media en particulier sont différenciées. Mais la question qui est toujours posée, c'est la question de comment je mesure ce retour sur investissement. Et donc, j'aimerais aussi bien que dans les produits financiers que dans la cosmétique ou dans le voyage, vous nous disiez au fond, c'est quoi les 2 ou 3 critères pertinents en termes de ROI pour vous? D'une stratégie social media, évidemment. Alors, autant sur certains sujets, on peut avoir une approche très héroïste, autant sur ça, c'est pas le débat. Le sujet, c'est vraiment d'être présent, d'apprendre, d'avoir des équipes dont c'est le métier, qui sont valorisées et à qui on laisse le pouvoir pour s'exprimer. La plus belle mesure, c'est ce qu'on en fait. Donc, soit parce qu'on a optimisé des process en interne, je parlais tout à l'heure de la relation client, soit parce qu'on a appris finalement qu'il y avait des services qui étaient plus attendus, qui étaient plus valorisés. Et tout à l'heure, tu parlais des développements d'applications mobiles. Il y a un réseau social un peu atypique, c'est tous les avis qui sont laissés sur les stores, sur Google Play ou sur l'Apple Store. C'est merveilleux parce que du coup, quand on regarde ces avis, on voit bien. Alors déjà, des fois, on détecte, j'allais dire, des petites imperfections, mais surtout, on voit ce que les gens veulent. Donc pour moi, le meilleur retour, c'est quand on prend, on capte, et on transforme l'entreprise ou on transforme les produits ou les services. C'est là où c'est le plus utile, c'est là où c'est le plus pertinent. Et on se dit, on a bien fait d'aller partir à l'écoute. Donc on retrouve cette démarche d'Oura de la co-création. Chez Estée Lauder, au-delà de mesurer le nombre de fans quand on ne les achète pas en Chine. Tu confonds, je crois. Non, plaisanterie mise à part, Drive to Store, on arrive à le mesurer de manière plus ou moins bancale, mais on a une petite idée. Mais j'ai envie de répondre à ta question par une autre question, et comme ça, pour bien pourrir la minute qui reste. Comment fait-on pour mesurer un ROI quand Facebook change les règles du jeu tous les 6 mois et diminue le reach, divisé par 3 récemment pour ceux qui ont suivi les débats avant les vacances? Avant, on touchait 16% des fans. Avant, c'était 100%, 16%. Maintenant, c'est 5% apparemment. Donc, nous, on a constaté ça. Donc, voilà, du jour au lendemain, tout ce qu'on avait pu avoir comme test gagnant, en quali ou en quanti, parce qu'on ne fait pas que du quanti, on fait aussi du qualitatif. Du jour au lendemain, les KPI sont à revoir, parce que le référentiel,
la structure a changé. Voilà, donc c'est ma question que je lance à tout Message le à monde. Facebook, Laurent Soli est attendu sur Twitter pour répondre à cette question. Voilà. Puisque maintenant, il Et faut sur payer, sur il faut Air France, payer. la mesure au fond de cet investissement Ouais, très c'était vite. comment Donc, on regarde des choses qui sont très basiques finalement. Le ROI, effectivement, n'est pas du tout déterminant. On regarde de la visibilité, donc le nombre de posts vus. On regarde beaucoup l'engagement, c'est-à-dire les posts qui sont retweetés, les choses qui génèrent véritablement des interactions. Et puis, quelque chose qu'on regarde beaucoup sur le domaine de la relation client, c'est à combien de posts ou de tweets on répond et donc en combien de temps. Ça, c'est un truc clé pour nous parce que là, on est vraiment sur une activité de servicing à part entière. Et on est vigilant là-dessus. Et ça nous vaut d'ailleurs d'être, depuis un an, à peu près la compagnie la plus socially devoted, d'après le baromètre Social Baker. Et ça, c'est un truc auquel on tient beaucoup. Très clair. Je vais poser une dernière question que je ne peux pas ne pas poser en tant que promoteur de Tweet Bosses, les boss qui tweetent. En ce qui concerne Alliance, En ce qui concerne Alliance, c'est eTweet. Et depuis quelques mois, il en est plutôt content. Et c'est une belle manière parce que du coup, en interne, ça nourrit des échanges. Il y a des collaborateurs qui le sollicitent via Twitter. Et puis entre nous, parce que du coup, ça permet de se questionner, de s'interroger. En revanche, aujourd'hui, c'est uniquement sur Twitter, mais je trouve que c'est la meilleure manière parce que c'est aussi une manière pour lui de s'exprimer sur des sujets, notamment au travers de l'Allemagne, ou des sujets économiques et d'entrer en contact aussi avec des institutionnels. Alors, on tweet au comité de direction, mon PDG tweet, mais uniquement pendant les vacances, et c'est assez étonnant, puisqu'en fait, il ne fait que tweeter les endroits où il va, donc il était au Golf 2 et à l'Hôtel 2, et après, il me débriefe de ses vacances, il a dit qu'il a fait beaucoup de sport et que ça lui a fait le plus grand bien, qu'il a fait beaucoup de ski surtout, alors que je sais qu'il a fait que du golf. Donc voilà, c'est assez étonnant, mais en tout cas, il tweet, il est là-dessus. on va peut-être pas donner son adresse finalement. Ça peut être contre-productif chez Air France. Bah, moi, je sais pas. Enfin, à vrai dire, s'il le fait, il le fait à titre complètement perso et je le vois pas. Je pense que sur ce qui est super, super important, c'est qu'il est très convaincu, qu'il nous appuie énormément et que sans ça, je pense qu'on avancerait 10 fois moins vite. Donc, à titre personnel, il fait ce qu'il veut, mais à titre professionnel, il nous supporte beaucoup. Et chez Showroom Privé, Non, a priori non. Peut-être par peur d'être trop impulsif sur des infos. Donc non, oui, non, un on conseil, conseille de pas le faire. relisez toujours vos tweets quand vous êtes patron. Ce sera le mot de la fin de cette conférence. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Et bonne fin de journée à tous. Merci.